Allez, écoutez, je vous propose que l'on attaque. Donc, pour commencer par un tout petit peu d'historique, c'est en 1953 que le concept de RSE est né. Il a fallu attendre 1992, le sommet de Rio, pour qu'on reconnaisse enfin l'urgence climatique. Le pacte mondial des Nations Unies en 2000 a obligé les entreprises signataires à prendre des directives importantes sur 10 principes fondamentaux en matière de RSE. En 2010, c'est la norme ISO 26000 qui donne maintenant, depuis 2010 en tout cas, qui donne les lignes directrices opérationnelles aux entreprises en matière de RSE. Et depuis 2015 est apparue la notion d'objectif de développement durable. Donc le développement durable, ça consiste à gérer nos besoins actuels sans nuire à la capacité des générations futures à gérer leurs propres besoins. Et donc les Nations Unies ont fixé 17 objectifs de développement durable de manière à résoudre les défis mondiaux d'ici 2030. Ils fournissent une feuille de route claire aux entreprises en reprenant les grands principes de la RSE. En matière d'obligations légales, on constate que les choses évoluent assez rapidement, puisque depuis les premières lois Grenelle, qui sont apparues donc en 2009 et 2010, et puis la directive NFRD, qui ne concernait que les très grosses entreprises, puisqu'on s'adressait aux entreprises de plus de 500 salariés, on a vu apparaître la RSE dans la loi Pacte, de manière à ce que l'ensemble des entreprises tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux qui étaient liés à leurs activités et surtout mettent en place des actions concrètes pour en atténuer les impacts négatifs. Donc la loi Pacte était en 2019 et beaucoup plus récemment, on a beaucoup entendu parler de la directive CSRD qui, pour le moment, ne concerne que les entreprises de plus de 250 salariés ou les PME cotées. Mais nous savons que l'objectif est d'amener progressivement l'ensemble des entreprises européennes à transitionner, à prendre donc des décisions en matière de RSE et à rendre des comptes en matière de RSE. Alors, on parle de RSE au départ, notamment par rapport à l'urgence climatique. Si on reprend les accords de Paris, l'objectif des accords de Paris est de limiter le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés et idéalement à 1,5 degré d'ici 2100. L'objectif est de réduire les catastrophes naturelles et économiques qui découlent de ce réchauffement climatique et avec un objectif palier à 2050 qui est d'atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone signifie que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sont absorbées par nos puits de carbone. Les puits de carbone étant pour l'essentiel nos forêts et nos océans, d'où l'importance de les préserver au maximum. Le fait d'atteindre ces 2 objectifs, donc la neutralité carbone et 1,5 degré d'ici 2100, permettra simplement de stabiliser le climat et de nous garantir une planète viable. Le rôle des entreprises dans tout ça, c'est d'innover, d'investir dans des technologies propres et d'adopter des pratiques durables de manière à réduire considérablement leur empreinte carbone, tout en restant compétitives et répondre justement aux attentes des consommateurs et des régulateurs qui sont de plus en plus importantes sur ce sujet. Je vous présente les principaux scénarios du GIEC qui sont envisagés par rapport justement à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste pour petite précision, le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution climatique. Et ils ont donc émis différentes hypothèses en fonction de la manière dont nous appréhendons les choses. Aujourd'hui, on va nous se situer donc entre le scénario rouge, qui malheureusement continue d'évoluer, et le scénario orange qui a amorcé une décroissance. Si on regarde un petit peu plus près, le scénario rouge, on est sur une augmentation des inégalités sociales et économiques, avec pour conséquence un réchauffement climatique important, des impacts toujours graves sur l'environnement et sur l'économie mondiale. Les entreprises exploitent toujours de manière intensive les ressources
et continue d'utiliser les énergies fossiles. Elle contribue donc de manière élevée aux émissions de gaz à effet de serre et on sera très loin d'atteindre les accords de Paris. Le scénario orange est un petit peu plus encourageant puisqu'on est sur une transition vers une société plus durable et plus équitable. Un réchauffement climatique modéré, donc moins d'impact grave sur l'environnement et sur les économies. Dans ce scénario-là, les entreprises adoptent des pratiques durables, investissent dans des technologies plus propres et donc contribuent de manière plus modérée aux émissions de gaz à effet de serre. On n'atteindra toujours pas les accords de Paris avec ce scénario, on s'en rapproche puisqu'on estime qu'on sera entre 2 et 2,5 degrés. En revanche, on sera très loin de la neutralité carbone en 2050. Pour atteindre les objectifs de Paris, il faudrait être dans le scénario bleu, donc le plus bas. Celui-ci consiste à une croissance économique stable et une transition rapide vers les énergies renouvelables, avec un réchauffement climatique minimal, une préservation des ressources naturelles et donc une réduction des risques climatiques. Dans ce cadre-là, les entreprises adoptent des pratiques commerciales durables, investissent dans des technologies beaucoup plus propres et contribuent de façon minimale aux émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, on est encore pour l'instant très loin de ce scénario bleu, mais on a encore le temps de s'y diriger. Autre constat inquiétant, le jour du dépassement, qui marque la date à laquelle l'humanité aura consommé toutes les ressources renouvelables que la Terre peut produire en une année. Alors, quand on regarde les Américains ou les Qataris, on constate effectivement que la situation est plutôt alarmante, mais même au niveau de la France, ça signifie que si l'ensemble de la planète vivait comme nous vivons en France, il faudrait 2,73 planètes pour répondre à l'intégralité de nos besoins. Et donc cette année, on estime que nous allons atteindre ce jour du dépassement le 29 juillet, soit à peine 7 mois après le début de l'année. Dans la continuité, je vous partage quelques chiffres assez alarmants. On estime avoir perdu 40% de la banquise arctique en 40 ans. Alors la banquise, ça paraît peut-être un petit peu loin pour certains, donc on va s'intéresser à des chiffres qui sont peut-être un petit peu plus proches de nous. On a perdu 36 jours d'enneigement en 100 ans en France. Et encore plus près, on sait que le glacier du Rhône a perdu dans le même laps de temps la moitié de sa taille. Quand on sait qu'aujourd'hui, les Alpes fournissent 90% de l'eau aux terres de basse altitude et que dans le meilleur des scénarios du GIEC qu'on a vu tout à l'heure, de toute manière, la moitié des glaciers auront disparu d'ici 2100, je vous laisse imaginer les conséquences que ça représente. Et on sait que d'ores et déjà, le Rhône aura perdu 30% de son débit d'ici 2050. Alors, je vous rassure, l'idée de ce webinaire, c'est pas d'être alarmiste, même si honnêtement la situation l'est quelque peu, mais c'est plutôt de voir justement quel est le rôle de la RSE dans tout ça et quel est votre rôle, vous, en tant qu'entreprise. Alors, déjà, concrètement, qu'est-ce que c'est la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises? Eh bien, c'est tout simplement toutes les actions que vous allez entreprendre et qui vont avoir des conséquences sur votre entreprise et vos salariés, ce sera le volet social, sur tout votre écosystème, donc vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, le quartier dans lequel votre entreprise est située, ce sera le volet sociétal, et puis sur le monde au sens large, donc le volet environnemental. On a les 3 volets de la RSE. Alors évidemment, l'objectif, c'est que toutes ces actions aient un impact positif sur les salariés, sur les hommes au sens large, sur la société, sur l'environnement, et aussi un retour bénéfique pour votre entreprise. Le rôle de la RSE, c'est vraiment de favoriser la durabilité et de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. C'est de soutenir les accords de Paris de manière à réduire au maximum l'empreinte carbone, contribuer au meilleur scénario du GIEC afin de limiter le réchauffement climatique, retarder le jour du dépassement en préservant nos ressources et en limitant la surconsommation dans laquelle on se trouve actuellement, et aligner enfin nos activités commerciales sur les besoins environnementaux mondiaux.
pour s'engager dans une démarche RSE, on peut se poser la question de savoir à qui est-ce que ça s'adresse aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, la RSE s'adresse absolument à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, le secteur, la maturité sur le sujet de la RSE, qui souhaitent s'engager dans une démarche RSE volontaire. Et ça s'adresse également aux entreprises qui sont déjà soumises aux obligations légales. De quoi a-t-on besoin pour s'engager dans ce type de démarche? On va avoir besoin d'un engagement de la direction. Ça, pour le coup, c'est vraiment primordial. De ressources financières plutôt modestes. Le MEDEF estime qu'en moyenne, c'est 2% du chiffre d'affaires d'une entreprise. De mobiliser les ressources humaines existantes, parce qu'effectivement, plus on va réussir à intégrer vos collaborateurs, vos salariés dans la démarche, plus elle sera efficace. Et puis d'un accompagnement externe, de manière à mettre en route la démarche. On peut avoir 3 manières de s'engager dans une démarche RSE. La première, elle est contraignante, ça va être vraiment de se contraindre simplement au cadre légal, encore une fois pour les entreprises qui y sont soumises, mais on y viendra tous. Ça peut être en déployant des actions vraiment concrètes, on verra tout à l'heure, ou en s'engageant de manière forte, quitte à remettre en cause son business model. Alors maintenant, on va s'intéresser justement à ce que je vous disais tout à l'heure, le retour bénéfique qu'il peut y avoir pour votre entreprise. En gros, le ROI pour vous. Tout d'abord, il y a de vraies conséquences sur l'attractivité et sur la fidélisation de vos salariés. Au niveau du recrutement, on constate qu'il y a une baisse significative du turnover dans les entreprises qui sont engagées socialement et écologiquement, et qu'elles attirent et retiennent beaucoup plus facilement les talents. Les jeunes, mais pas que aujourd'hui, privilégient nettement ces entreprises dans leur recherche d'emploi. C'est devenu un critère très important. Ensuite, n'importe quelle stratégie RSE comprend des actions qui visent à améliorer le bien-être des salariés en optimisant leur qualité de vie au travail. Et on sait qu'une meilleure qualité de vie au travail réduit aussi de manière significative le turnover et favorise la fidélité à l'entreprise. La stratégie RSE est également perçue comme un gage de durabilité. Selon le MEDEF, 83% des salariés qui se trouvent dans des entreprises engagées dans une stratégie RSE se sentent confiants envers leur avenir professionnel. Et ça, c'est en opposition avec la notion d'éco-anxiété qu'on entend beaucoup aujourd'hui, notamment sur l'avenir professionnel des collaborateurs. Et enfin, la RSE renforce l'entraide, l'engagement collectif en fédérant notamment les collaborateurs autour de valeurs communes. Et cette cohésion renforce l'attachement à l'entreprise et stimule la motivation. On va également parler d'avantages concurrentiels de votre image, puisque tout d'abord, au niveau des consommateurs ou des clients, on estime, enfin, c'est pas nous, mais Opinionway estime que 48% des Français sont prêts aujourd'hui à payer plus pour des produits responsables. Donc, il y a un vrai engagement de la part des clients aujourd'hui. Votre positionnement sur le marché est également récompensé en mettant en place une démarche RSE parce qu'aujourd'hui, les clients et les fournisseurs intègrent tous de plus en plus de critères éthiques et durables dans leur choix de partenaires. Vous faites peut-être déjà le constat de demandes ou d'interrogations de leur part et si ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas tarder. Et bientôt, ce sera plus que des interrogations, ce sera vraiment des attentes dans le choix de leur partenariat. Et puis enfin, on a vraiment aujourd'hui des critères qui sont très importants au niveau de l'accès aux appels d'offres, puisque la loi Climat 2021 a rendu obligatoire des critères environnementaux donc dans les appels d'offres, facilitant nettement les choses pour les entreprises qui s'étaient déjà engagées en matière de RSE. Et pour aller plus loin, d'ici 2026, le prix ne pourra plus être le critère principal des acheteurs publics, ce qui va fermer progressivement la porte aux entreprises qui n'auront aucune stratégie RSE pour cette partie appel d'offres. S'engager dans une démarche RSE, c'est également une manière d'anticiper l'évolution des réglementations et des obligations législatives.
Comme on l'a vu tout à l'heure et comme je vous l'ai expliqué, on sait que progressivement, l'État va obliger absolument toutes les entreprises à définir une stratégie RSE et à rendre des comptes en matière de RSE. L'anticiper, pour vous, c'est vraiment une manière de ne pas le subir, mais de s'y préparer, de transformer ces contraintes, au contraire, en opportunités business. Et puis, dernier point, ça peut également être extrêmement bénéfique dans le cadre de la nécessité d'investissement, puisqu'aujourd'hui, les banques sont également très engagées dans cette voie-là. Elles sont plus enclines à vous accorder un taux préférentiel pour les entreprises qui sont engagées en matière de RSE. Et elles sont également plus enclines tout court à vous accorder des prêts, puisque bientôt, effectivement, il y a certaines banques qui n'iront que sur des prêts auprès d'entreprises qui se seront engagées. C'est ce qu'on appelle, c'est la petite touche d'humour dans la profession, c'est ce qu'on appelle montrer patte verte auprès des banques. Et puis enfin, la RSE, mettre en place une stratégie RSE, c'est également une manière de sécuriser votre activité économique. D'une part, parce que l'objectif d'une politique RSE est de réduire l'empreinte écologique, tout en réalisant des économies substantielles. Je vais vous donner l'exemple de Brico Dépôt. Ils ont réussi à réduire de 90% les déchets qu'ils envoyaient en décharge. Ce qui veut dire qu'ils ont à la fois réussi à faire une économie d'1 million d'euros par an en réduisant tout simplement leurs frais de gestion de déchets. Et d'autre part, ils ont réussi à réutiliser donc un certain nombre de ces matériaux, limitant ainsi l'achat neuf. Et puis, deuxième point, quand on réalise un bilan carbone, par exemple, et que l'on met en place une stratégie de décarbonation, les objectifs de celle-ci, souvent, sont la réduction des coûts opérationnels et l'augmentation de l'efficacité énergétique. Ça va clairement permettre aux entreprises de mieux résister aux perturbations économiques et environnementales. Et pour n'en citer que quelques-unes très actuelles de perturbations économiques ou environnementales, on peut parler par exemple de l'augmentation des prix de l'énergie liée donc à la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire, ou encore de la hausse des vagues de chaleur liées au réchauffement climatique, qui dans certains secteurs d'activité ont baissé de manière très importante la productivité, ou bien ont même interrompu parfois les chaînes d'approvisionnement. Alors, pourquoi aujourd'hui, nous, on vous conseille de vous engager le plus rapidement possible dans cette démarche ? Au-delà de ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire les bienfaits de préparer les choses, de l'anticiper de manière à être vraiment prêt par rapport à ces nouvelles contraintes réglementaires, il faut savoir qu'il y a également pour le moment une diversité au niveau des aides financières qui ne seront certainement plus présentes à partir du moment où ce sera des obligations légales pour tout le monde. Par exemple, il existe aujourd'hui des subventions à destination des PME pour financer des actions qui sont en lien avec la transition écologique. Il existe des prêts pour des projets d'efficacité énergétique ou de production d'énergie renouvelable. Et je vous parlais du bilan carbone tout à l'heure, il y a vraiment des financements importants pour les bilans carbone de manière à évaluer et réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et quand je vous dis qu'il faut le faire rapidement, un exemple qui est tout frais, ça a déjà commencé à diminuer puisque jusqu'à présent, la subvention pour le bilan carbone pour les entreprises de moins de 250 salariés était de 60%. Et à partir du 1er juillet donc de 2024, ça passe à 40% pour l'intégralité des entreprises. Donc ça veut dire qu'en reste à charge, au lieu de rester 4 000 € à la charge de l'entreprise, il va rester 6 000 €. Du coup, aujourd'hui, on a plein de manières de pouvoir vous accompagner pour mettre en place une démarche RSE. Il existe tout un tas d'outils, tout un tas de types d'accompagnement qui vont être déterminants pour vous en fonction de ce que vous aurez envie d'intégrer dans cette démarche RSE, l'objectif que vous vous fixez, la sensibilité que vous avez par rapport à cet engagement, mais aussi la taille de votre entreprise, votre secteur d'activité, ce que vous faites au quotidien. Donc,
même si je vais vous présenter quelques outils, parce que l'objectif, c'était que vous puissiez ressortir avec quelque chose de concret, partez du principe que tout est modulable ou quasiment modulable et adaptable en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, on peut vouloir s'engager de manière progressive parce qu'on a dans notre structure, ce n'est pas un sujet qu'on a du tout pris à bras-le-corps, nos salariés ne sont pas forcément sensibilisés là-dessus. On va avoir l'atelier de la fresque du climat, qui est un super atelier pédagogique, ludique, d'intelligence collective, qui permet justement de sensibiliser les salariés à l'urgence climatique et surtout de commencer à se poser les questions sur ce qu'on pourrait mettre en place. C'est un très bon outil pour débuter la mise en place d'une démarche RSE au sein d'une entreprise. On peut aussi se pencher sur tout ce que vous faites en matière RH et sociale, donc faire un vrai audit au sein de l'organisation, mais sous l'angle de la RSE, de manière à s'assurer qu'on va être dans un environnement de travail sûr, donc en lien avec la réglementation, mais plus respectueux en matière de RSE, et donc vous garantir un meilleur impact sociétal. L'entreprise à mission, c'est une façon vraiment d'inscrire de manière forte votre engagement RSE. On va vous aider à définir votre raison d'être en prenant en considération justement votre mission, les valeurs et l'impact que vous souhaitez sur le monde qui vous entoure. On a parlé du bilan carbone, donc qui est vraiment là concrètement pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre à l'instant T. L'objectif du bilan carbone est de le refaire de façon récurrente pour voir de quelle manière la stratégie de décarbonation qui en découle vous a permis de réduire donc votre empreinte carbone. On va avoir une partie diagnostic et optimisation. L'objectif, là, c'est d'évaluer ce que vous faites déjà, parce que souvent, quand je rencontre des clients, ils me disent qu'ils ne font rien en matière de RSE, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que vous faites déjà beaucoup de choses, sauf que vous ne savez pas que ça s'intègre sous l'angle de la RSE. Donc, ça va être effectivement d'évaluer les pratiques que vous avez, la performance de votre entreprise en matière de RSE, et d'optimiser donc vos actions en pérennisant votre démarche. On peut vous accompagner sur le pilotage complexe et répondre aux exigences donc, de la directive CSRD avec une mise en conformité légale. On peut aussi vous aider à valoriser votre engagement, à choisir une certification ou une labellisation qui vous corresponde. Et puis, on peut aussi vous accompagner sur toute la partie valorisation et communication, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui font déjà beaucoup de choses, mais qui ne prennent pas forcément le temps ou n'ont pas forcément les ressources pour le mettre en avant et pour communiquer dessus, ce qui est dommage par rapport à tous les bénéfices qu'on a vus précédemment, notamment sur la partie part de marché, enfin avantage concurrentiel, et puis évidemment recrutement et fidélisation des collaborateurs. Je suis assez surprise de rencontrer des fois des chefs d'entreprise qui font beaucoup de choses au nom de l'entreprise, mais dont les salariés ne sont même pas au courant de tout ce qui est fait au nom de l'entreprise. Pour terminer là-dessus, et avant de passer aux éventuelles questions, je vais vous donner un cas concret d'un client qu'on a accompagné récemment, donc, qui est une société qui est dans le domaine de l'immobilier, donc gestion d'actifs tertiaires principalement. C'est une petite structure puisqu'ils ont 17 salariés, mais avec un dirigeant qui était très engagé et qui croit beaucoup dans les actions de RSE, et il avait la volonté de devenir entreprise à mission. Donc, on les a accompagnés dans cette direction-là. On a eu principalement 2 grosses réunions de travail, une avec la direction, une avec les équipes. Donc ça, c'est pour vous montrer le temps que ça prend. C'est pas très contraignant en matière de temps. Et ensuite, on les a aidés à définir la raison d'être et les actions à mener. On a également défini un accompagnement ensuite sur les années à venir avec la fresque du climat. C'était la volonté du dirigeant justement d'intégrer et de mettre tout le monde au même niveau en matière de connaissances RSE. Donc ce sera la semaine prochaine. On a prévu également un accompagnement annuel dans le suivi de leurs engagements et pour les aider sur la rédaction de leur rapport annuel qu'ils doivent publier par rapport à l'entreprise à mission. Et on les a également accompagnés sur toute la partie communication, donc essentiellement l'animation de leurs réseaux sociaux. Voilà, c'est fini pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous retrouvez absolument toutes mes coordonnées sur cette dernière slide.
et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux encore rester un petit moment pour y répondre ou si tout a été clair, et ben, c'est parfait.